Donc bonjour à tous. On va faire des cours YouTube rapidement. On va voir donc comme avant toutes ces bêtises, on va voir donc les chapitres très rapidement. On va commencer par la flotte. Je sais pas si vous êtes au courant, on est sur la planète bleue. Cette planète, elle est remplie aux trois quarts d'océans et donc d'eau, mais il y a un léger problème avec tous ces océans. Ils sont salés. Euh, il faut connaître le cycle de l'eau. Alors bon, voilà, ça s'évapore dans les océans, ça se précipite quelque part, ça revient dans les lacs et rivières par ruissellement, etc., etc. Et puis, du coup, ça revient dans les océans avec les rivières et les fleuves. Il faut connaître aussi le petit cycle de l'eau. Simple, vous prenez un pompage, ensuite, l'eau, elle est traitée, elle est stockée, ça, on permet de la distribuer. On la traite une fois qu'elle a été distribuée, utilisée, puis mise aux égouts, on la traite et on le retourne au milieu naturel. Normalement, elle doit être aussi propre entre le pompage et le enfin le retour, bien qu'il y ait une petite tolérance, ça fait que l'eau est de plus en plus sale suivant les cours des rivières et tout ça. En dessous, vous avez les besoins en eau d'une personne. Si vous regardez bien, on a 40% pour les bains et les douches, l'hygiène en gros, et 20% pour les toilettes. De l'eau propre utilisée pour les toilettes. C'est génial. Il faut savoir ce que c'est que l'eau virtuelle. En fait, il faut savoir que pour un kilo de blé, il faut l'arroser ce kilo de blé pour qu'il pousse. Et donc du coup, ce kilo de blé, il va utiliser énormément d'eau. C'est encore pire pour tout ce qui est métal, hein. La métallurgie utilise énormément d'eau, etc., etc. Alors, par exemple, il y a des exemples assez connus. Pour un jean, il nous faut 11 000 litres d'eau. Pour une voiture, il nous faut 400 000 litres d'eau. Pour un burger, il nous faut 2400 litres, etc., etc. Vous aurez compris l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui est utilisé comme eau pour chaque objet ou autre. Bien. Comment sauvegarder l'eau? Alors ça, je pense que vous connaissez quelques gestes pour sauvegarder l'eau. On a le fait de pas laisser l'eau couler, ne pas arroser les plantes en plein soleil, éviter de laver sa voiture trop souvent, voire ne pas le faire parce que voilà, éviter de d'arroser les routes et les endroits qui ne servent à rien, euh, etc., etc. Le mieux, évidemment, hein, ça serait de pouvoir être bricoleur et puis de pouvoir raccorder les eaux usées directement dans ces toilettes, vu qu'on a vu que c'était 20% de notre consommation. Et donc, du coup, ça permettrait d'en sauvegarder pas mal de la flotte. Bien, les risques majeurs. Alors, sur les risques majeurs, vous avez toujours un aléa et un enjeu. Un aléa, c'est le fait que ça peut péter. Un enjeu, c'est les humains, voire les autres espèces qui sont dans le coin. Et le risque majeur, c'est quand il se passe quelque chose et que ça tue des humains principalement. Par exemple, s'il y a un énorme séisme en plein milieu du Sahara, eh ben, tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a personne. Vous connaissez sûrement quelques risques majeurs. Il faut faire la différence entre les risques technologiques et naturels. Alors, risque naturel, hein, vous avez le tsunami, les tempêtes, les séismes, les inondations, les volcans, etc., etc. Et en risque technologique, vous avez les explosions de centrales nucléaires, explosions d'usines chimiques, les explosions de camions transportant du fuel, les inondations parce qu'un barrage a pété, etc., etc. Il faut bien faire la différence, hein, c'est juste que naturel ça vient de la nature et technologique ça vient des humains. Le DICRIM, ça, c'est un document qui recense
par commune tous les risques qui menacent cette commune. Alors à Besançon, on a évidemment les risques qu'il y en a sur tout le territoire. On a donc les dangers de nucléaire, on a les dangers de pandémie, on a les dangers d'actes terroristes et on a un petit peu les risques climatiques. En plus, à Besançon, on a des risques de glissement de terrain, on a les risques d'inondation, comme vous le voyez sur la petite carte, les risques d'inondation donc par rapport au Doubs, des risques de séisme bizarrement, et comme presque partout en France, on a des risques de transport de matières dangereuses. Le risque de séisme, c'est parce que les Alpes continuent à bouger petit à petit. Le signal d'alerte, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais la plupart du temps, tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, il y a un signal d'alerte qui est envoyé. C'est le signal pour savoir si l'alerte fonctionne bien. Ce signal, donc, il sonnerait en cas de risque majeur ou en cas de guerre. J'espère qu'on l'entendra jamais. Normalement, une fois l'alerte finie, il ressort une fois de 30 secondes. Sinon, c'est les pics que l'on connaît. Alors, que faire en cas de risque majeur? Vous avez plein de choses à faire, mais il y en a 3 qui sont pour absolument tous les risques majeurs. Écoutez la radio, parce qu'il faut s'informer de ce que c'est. Ensuite, il faut ne pas aller chercher ses enfants à l'école si c'est un temps d'école. Normalement, dans toutes les écoles, il y a un plan de sauvetage par rapport aux risques majeurs du pays. Et donc, du coup, il ne faut pas encombrer les routes, histoire de laisser les accès faciles. Et puis, troisième chose, il ne faut pas téléphoner sauf en cas d'urgence vitale. On ne téléphone pas à sa grand-mère, etc., etc. On attend normalement. Ensuite, par rapport à chaque risque majeur, vous avez des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si c'est un risque d'inondation, il faut monter dans les hauteurs, tout fermer, couper le gaz et l'électricité. Alors que par exemple sur un risque de séisme, il faut plutôt sortir de sa maison ou se cacher sous quelque chose de solide, etc., etc. Dans d'autres, il va falloir rentrer et tout colmater le plus vite possible, par exemple un risque nucléaire. Enfin bon, voilà, chaque risque a ses recommandations. Bien, on va voir vite fait l'énergie. Alors, en France, on utilise pas mal d'énergie, c'est très pratique, ça nous permet de vivre. Là, rien qu'en regardant cette vidéo, vous consommez de l'énergie. Moi, quand j'en ai fait, tout pareil. Il faut savoir que l'énergie vient dans le monde principalement du pétrole ou du gaz ou enfin des hydrocarbures. En France, on a une particularité, c'est que la France a choisi plutôt le nucléaire. Donc on a une grosse part de nucléaire dans notre production d'électricité, 75%. Il faut savoir que dans d'autres pays, par exemple la Chine et les États-Unis, c'est surtout les hydrocarbures qu'ils ont utilisés. La Chine utilise énormément de charbon et les États-Unis, c'est plutôt du gaz ou du pétrole. Vous connaissez, j'espère, la plupart de ces énergies. Alors, vous avez le charbon, enfin, le pétrole et le gaz, les 3 hydrocarbures les plus utilisés. Le nucléaire pour ce qui est de la France, mais on a aussi des énergies dites renouvelables. On a donc les panneaux photovoltaïques qui puisent l'énergie du soleil, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique. On va utiliser
l'énergie qu'il y a dans le sol. On peut utiliser donc le bois, c'est une énergie renouvelable sur environ 100 ans, si la forêt est bien gérée. Et puis, on peut utiliser aussi l'eau avec des barrages. C'est vraiment une des énergies renouvelables les plus utilisées. Alors, évidemment, la Terre tourne sur le pétrole. On pourrait en parler plus rapidement. Enfin voilà, mais je pense que vous êtes au courant parce que la plupart d'entre vous s'intéressent à ça. Un petit point sur l'effet de serre, je pense que vous êtes au courant que l'effet de serre a reculé ces dernières semaines parce que tout simplement les pays ont arrêté de polluer. C'est parfait. Alors c'est quoi l'effet de serre? Vous avez tout autour de la Terre une espèce de couche formée donc du CO2 mais aussi d'autres gaz, le CH4, le méthane et d'autres encore plus vénères. Et cette couche, en fait, elle absorbe ou elle renvoie certains rayons du soleil. Les rayons du soleil, comme vous le voyez, il y en a qui arrivent du soleil normal et tous n'arrivent pas jusqu'au sol. 50% environ. Ces rayons du soleil, ils chauffent le sol. Une fois que le sol est chauffé, il va réémettre des rayons qu'on dit infrarouges. C'est typiquement quand vous regardez l'été une route qui a été chauffée toute la journée, et ben on voit qu'un espèce de flou au-dessus, même la nuit, elle est chaude. Et ben c'est ça des rayons infrarouges. Et ces rayons infrarouges, en fait, ils vont aller taper sur cette couche de CO2 et revenir dans l'atmosphère pour réchauffer cette atmosphère. Plus la couche est épaisse, plus les rayons infrarouges sont retenus, donc plus la Terre se réchauffe. Alors il faut savoir quand même que le réchauffement climatique, si on ne l'avait pas, la Terre ferait moins 15 degrés en moyenne. Donc s'il ferait très très froid, la vie serait compliquée. Surtout dans nos latitudes. Peut-être qu'il y aura un peu de vie dans l'équateur, mais c'est tout. Donc c'est quand même une bonne chose. Mais vu que l'humain pollue beaucoup cette dernière centaine d'années, on va dire, eh ben, ça chauffe un peu, ça dérègle le climat et ça fait pas mal de problèmes par rapport au climat. Et puis, ça dérange beaucoup, surtout les humains. Donc du coup, on verra comment ça fonctionne. Là, vous avez quelques autres données. Bien, comment éviter, enfin d'où vient cette pollution premièrement? Vous voyez que les voitures, les avions, euh, tout ça consomme énormément, enfin consomme du pétrole et donc rejette du CO2 dans l'atmosphère. Et évidemment, la solution de tout ça, ce serait tout le monde à vélo à pied. Mais parfois c'est pas possible, il faut transporter des choses, c'est compliqué. Bon, on verra ce que donne tout ça. Je dois vous parler de la loi de transition énergétique. Un peu partout dans le monde, il y a des gens qui s'affolent par rapport à l'énergie et il y a des lois qui sont votées pour arriver sur de l'énergie verte. Alors ça avance plus ou moins lentement dans le monde et donc ça dépend du contexte. Et en ce moment, ça n'aide pas. Par rapport à ce qu'on peut faire chez soi, évidemment, on peut faire des choses. Euh, il faut prendre des appareils électroménagers ne polluent pas, ou enfin qui sont bien notés. Déjà, première chose, ça consomme moins. Et qui dit consommer moins, notre électricité coûtera moins cher. Deuxième chose, vous pouvez aussi prendre les transports en commun, faire attention à vos lumières pour prendre. Alors, le must-have en ce moment, c'est la LED. C'est très très bien, ça consomme très très peu. Et dernière chose, faites gaffe à vos lampes, enfin à vos appareils électroménagers qui fonctionnent toute la nuit. Bien,
comme je vous l'ai dit, on va assez vite, on va voir juste le bruit. Alors là, on va être un petit peu... Enfin, je vais vous demander de faire du travail, je vous demande de mettre pause, de lire toute la situation et de répondre au PAD qu'il y a juste en dessous. Normalement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez répondre à ce genre de choses. Alors, on a donc une situation. Comme d'habitude, je vous conseille de commencer par l'opérateur. L'opérateur, il s'appelle Germain. Ensuite, le danger. Le danger, donc, c'est le son tous les soirs, 110 décibels tous les soirs dans ses oreilles. Le dommage, c'est une violence accrue. L'événement dangereux, donc, je vous rappelle que c'est quand le danger rencontre l'opérateur. Donc là, c'est le son qui rencontre les oreilles de Germain. Germain entend du son de plus de 110 décibels tous les soirs. Et la situation dangereuse, c'est que Germain est un DJ et qu'il travaille avec du son fort souvent dans sa vie. Donc voilà, on a fini ça. Je vous rappelle que, bon, enfin, vous en aurez sûrement pas parce que vu comment c'est en train de se faire, mais bon, il faut connaître à peu près comment ça fonctionne. Dans un son, on a une intensité et une fréquence. L'intensité, c'est le fait qu'il soit faible ou fort. On le calcule en décibels. On a une intensité, c'est le fait que ça soit grave ou aigu, et on le calcule en hertz. Le son est souvent représenté comme une onde parce que tout simplement dans l'air, il se propage sous forme d'onde. Et donc du coup, plus les pics d'onde sont rapprochés, plus c'est aigu, plus ils sont éloignés, plus c'est grave, plus ils sont grands, plus c'est fort, plus ils sont petits, plus c'est faible. Les leçons, ça peut être un problème pour l'oreille. Vous avez le seuil d'audition au départ à 0 décibels, on commence à entendre quelque chose. Seuil de fatigue, alors s'il est à 85 ou 90, 85 décibels pendant 8 heures ou 90 décibels pendant 2 heures. Donc là, ça commence à vous fatiguer les oreilles et donc le cerveau. Ça peut faire des problèmes de migraine, etc. Vous avez le seuil de douleur qui est à 120 décibels. Et donc là, il suffit même de quelques dixièmes de seconde pour avoir très mal aux oreilles. Alors, comment marche l'oreille? Au départ, vous avez un tympan, le conduit auditif, tout ça, qui mène au tympan. Une fois que votre tympan reçoit du son, il va commencer à vibrer. Ce tympan, s'il vibre, il va faire vibrer les osselets qui vont augmenter cette vibration, hein, c'est mécanique, c'est comme un effet de levier. Et donc, cette vibration augmentée va aller dans le limaçon. Le limaçon, donc, c'est une espèce d'escargot, enfin, c'est un conduit enroulé sur lui-même. Dedans, il y a des petits poils. Ces petits poils, ils vont faire comme des algues. Ils vont bouger sous l'effet de la vibration. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils bougent, ils vont transmettre un message au cerveau. Vous pouvez avoir plein de problèmes par rapport à l'oreille. Vous pouvez avoir le tympan percé, les osselets déplacés, cassés. Alors ça peut être très très grave parce que tout ça ne se remet que très difficilement. On ne peut pas aller opérer ni rien. Et puis ça, tout le monde l'aura au cours de sa vie. Les petits poils du limaçon vont petit à petit se casser, enfin, disparaître ou mourir. Et donc du coup, plus on avancera en âge, plus enfin, moins on entendra les sons. On va passer à comment se protéger du son. Alors c'est surtout dans le travail, hein, chez soi. Évitez, enfin, faites attention aussi, le tapage nocturne, diurne, tout ça, ça existe. Mais dans les entreprises, donc vous avez des boules qui des casques, enfin
oui, des casques et des bouchons moulés. Si on vous a un jour des bouchons moulés, les perdez pas parce que ça vaut une fortune, de environ 200 balles la paire. Vous pouvez aussi avoir des protections collectives. Euh, vous pouvez avoir des encaissements de machines, vous pouvez avoir revêtements spéciaux, euh, des revêtements spéciaux, des murs, des casse-sons accrochés. On en voit donc dans les images là. Vous pouvez avoir des pièces spéciales où il y a du son et ailleurs non, etc., etc. D'accord? C'est bon pour tout ça. On s'arrête là. On continuera notre speed la semaine prochaine. Des bisous, portez-vous bien, tout ça, tout ça. Salut!